se diront tant qu'il est temps. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindien. Tous ceux qui conduisent mal à Abidjan à partir d'aujourd'hui recevront une contravention. La répression des infractions routières a commencé. L'union, la fraternité et l'amitié autour du festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA 13, s'ouvre aujourd'hui avec comme pays hôte le Sénégal. En Guinée, Cellou Dalein Diallo apporte son soutien aux militaires. L'opposant appelle à la mise en œuvre des réformes pouvant conduire le pays à la réconciliation. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la réseau. Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons ce journal sur cette information relative à la rentrée scolaire 2021-2022. Une bonne nouvelle pour les parents d'élèves qui ne paieront plus de frais annexes conformément au décret portant attribution, organisation et fonctionnement des COGES. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe les chefs des structures qui auraient déjà encaissé des sommes quelconques sont tenus de les restituer immédiatement aux parents et les exhorte à ne prendre en compte que l'inscription en ligne. Par conséquent, en dehors de l'inscription en ligne, aucun frais pour quelque prétexte que ce soit, t-shirt livré, photo carnet de correspondance ne doit être exigé aux parents d'élèves. Le médiateur de la République explique au Conseil économique et social le fonctionnement de son institution et surtout son rôle dans la prévention et la résolution des conflits. Adama Toungara était hier l'invité des rencontres du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Suivant un extrait de l'intervention du médiateur de la République, Adama Toungara. Le médiateur de la République connaît, outre les plaintes pour dysfonctionnement de l'administration, des litiges opposant des personnes privées, physiques ou morales, à des communautés urbaines ou rurales. Il a ainsi pour mission le règlement des conflits communautaires liés principalement à des problèmes fonciers ou de chefferie traditionnelle. Dans l'exercice de cette mission, le médiateur de la République dispose présentement de 12 délégations régionales et de 107 comités de veille. Il bénéficie également de la contribution du corps préfectoral, de la chefferie traditionnelle, des guides religieux, des élus locaux et de la société civile. Le message du médiateur de la République est bien perçu par l'ensemble des conseillers qui se réjouissent de cette tribune initiée par l'institution pour partager le savoir-faire des personnalités expertes dans des domaines spécifiques. Écoutons Eugène Akawele, le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Notre mission majeure, c'est d'être une chambre qui doit être au service de la présidence de la République en ce qui concerne des avis éventuellement donnés, un espace qui doit pouvoir accompagner le gouvernement dans sa mission, de même que de donner des conseils également aux chambres parlementaires, donner des informations aux populations et aux partenaires techniques en ce qui concerne les domaines qui sont les nôtres, économie, sociale, environnement et culture. Pour pouvoir être en mesure de donner des informations pertinentes, pour pouvoir donner des avis pour maîtriser la thématique. C'est la raison pour laquelle nous avons institué les grandes rencontres. Que chacun des experts dans ce domaine-là vienne nous faire partager sa mission et nous placer dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir donner des avis.
Le déploiement de la vidéo-verbalisation entre dans sa phase active dans le cadre de la lutte contre l'incivisme sur les routes. La répression des infractions commence aujourd'hui dans le Grand Abidjan, l'objectif étant de réduire dans un an le nombre d'accidents en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui conduisent mal sur les axes routiers seront donc verbalisés et paieront une amende pour la faute commise. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre des Transports lors d'une conférence de presse à Amadou Koné. Il s'agit surtout de commencer à verbaliser à travers le système de transport intelligent. Donc les uns et les autres commenceront à recevoir des notifications de verbalisation faites sur leur téléphone dans un premier temps. Puis certainement, progressivement, ces verbalisations vont s'étendre à beaucoup d'autres types d'infractions. Nous avons développé un système de transport intelligent et de vidéo-verbalisation qui, au-delà des excès de vitesse, nous permet aujourd'hui de verbaliser même ceux qui sont au téléphone au volant. Vous pouvez être pris, vous n'avez pas la ceinture, vous pouvez être pris, vous n'avez pas passé donc la visite technique, vous pouvez être pris. Et c'est cela d'une des innovations majeures. Je voudrais donc indiquer que c'est un pas important dans la lutte contre l'insécurité sur nos routes. Le ministre des Transports juge satisfaisante la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. En témoignent les chiffres du 1er janvier au 1er septembre 2021. En 8 mois, l'on a enregistré une baisse d'environ 11% de taux d'accident. L'on note cependant de nouvelles zones à risque, notamment celle de la région de Lamé, qui enregistre à elle seule 71% du taux de gravité, d'où la nécessité, selon le ministre des Transports, de continuer le combat afin de réduire largement le nombre d'accidents sur nos routes. Amadou Koné. Il y a des efforts à faire. Nous avons également identifié pendant la période aussi de nouvelles zones donc à risque. Avec M. le ministre de la Sécurité, nous allons les traiter. Et j'ai été fort surpris de constater que la région de Lamé connaît le plus fort taux de gravité. 71% du taux de gravité en ce qui concerne les accidents, c'est le plus fort taux dans notre pays, les 9 premiers mois de cette année. Donc pour vous dire qu'il y a un travail régulier, constant qui se fait d'évaluation, de correction, déploiement en fonction des résultats qui sont enregistrés. Et je voudrais remercier tous nos services, le groupement des sapeurs-pompiers, le ministère de la Santé, la police, la gendarmerie, l'OSER, pour la collecte de ces données-là qui sont des données intéressantes qui nous permettent véritablement de travailler à améliorer les choses. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo s'ouvre aujourd'hui avec comme pays hôte le Sénégal. Pour cette 13e édition, le FEMUA va s'articuler autour du thème Alliance Afrique-Europe, paix et développement. Comme innovation cette année, les concerts se dérouleront à Abidjan et à Grand-Bassam. Le commissaire général du festival et l'ambassadeur de l'Union européenne ont visité le week-end dernier le site du FEMUA à l'INGS dans la commune de Marcory pour une dernière reconnaissance des lieux. En raison de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid, toutes les mesures barrières seront respectées. Il est même prévu sur place un centre de vaccination anti-Covid pour tous les festivaliers qui souhaiteraient se faire vacciner. On écoute Traoré Salif Dias Alfo, commissaire général du FEMUA. En tant que promoteur, on ne dit jamais qu'on est prêt à 100%, mais je veux dire qu'on tire quand même une énorme satisfaction par rapport à tout ce qui a été mis en place. Parce qu'une chose est de mettre des choses de manière théorique en place et puis de venir constater qu'en pratique, les gens ont tenu compte de ces choses-là dans la mise en place du festival. Nous accueillons entre 30 et 50 000 personnes sur ce site et je crois qu'il faut mettre les moyens, surtout vu l'environnement sanitaire qui nous entoure. Il faut mettre vraiment les moyens, les bouchées doubles pour que tout se passe bien. Le réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire tire la sonnette d'alarme face au danger de ces fléaux sur la santé. Quand on sait qu'environ 5000 personnes meurent par an de tabagisme en Côte d'Ivoire, ce réseau et le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions ont décidé d'intensifier la sensibilisation à travers un concours dénommé La Plume Anti-Tabac. Concours remporté par plusieurs de nos confrères, nous dit Corona Sekongo. Le but de ce concours est de motiver les journalistes à s'intéresser aux conséquences du tabac, notamment sur la jeunesse. Dimitri Agoussi, président du réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire. On a constaté depuis un moment que les journalistes n'étaient pas véritablement engagés dans la lutte anti-tabac.
28 milliards que l'État de Côte d'Ivoire dépense pour sauver des vies du tabagisme. Et on s'est dit comment intéresser les journalistes. Nous avons lancé le concours La Plume Anti-Tabac. Objectif principal, impliquer davantage les journalistes à faire des productions pour sensibiliser les populations vis-à-vis des dangers liés au tabagisme. L'appel a trouvé écho auprès de nombreux journalistes candidats. Certains sont lauréats de La Plume Anti-Tabac. Ernest Kouakou, je suis le rédacteur en chef de la radio Chandelier. J'ai pu constater que dans les établissements, il y a des apprenants qui fument. Et même en dehors du cadre scolaire, dans les maquis et boîtes de nuit, il y a des apprenants qui s'adonnent à la chicha et autres. J'ai pu partager à travers cette production l'expérience de la consommation du tabac de certains apprenants. Je suis Raphaël Okenyi, journaliste DP du média infodivoire.net. Le tabac est un fléau qui mine notre jeunesse et donc on a voulu concourir à ce prix-là avec beaucoup de plaisir pour apporter notre pierre à l'édifice qui est la lutte contre le tabagisme. On a vu que notre travail a été récompensé. Samuel Agossi de l'Ivoire Courrier. Pour nous, c'était d'abord un défi. On se rend compte que c'est des milliers de jeunes, c'est des centaines de jeunes, milliers dans le monde, centaines en Côte d'Ivoire ici qui perdent la vie chaque jour. La deuxième édition du concours de La Plume Anti-Tabac aura lieu en 2022. L'enrôlement spécial des Maliens vivant en Côte d'Ivoire a commencé et c'est au consulat général du Mali à Bouaké que cette opération se déroule. Elle se tient en prélude à l'élection présidentielle couplée aux législatives qui auront lieu en février 2022. Le ministre de l'administration territoriale du Mali était sur place pour sensibiliser ses compatriotes sur l'importance de cette opération visant à connaître le nombre exact des Maliens vivant dans la capitale de la région de Bouaké. Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale du Mali. Si nous avons procédé à un enrôlement des Maliens de l'intérieur, c'est tout à fait normal de procéder au même exercice pour les Maliens établis à l'extérieur. Je voudrais juste insister sur l'utilité de l'enrôlement. L'une des missions principales de la transition, c'est l'organisation des élections générales. Et il est impératif de se faire enrôler pour avoir un numéro NINA qui sera ensuite transcrit et porté sur la carte d'électeur. Nous vous encourageons à vous faire enrôler et à transmettre le message à tous les Maliens pour se faire enrôler afin que vous puissiez normalement participer à cette joute électorale et vous laisser le droit de vous prononcer en faveur du candidat de votre choix. Actuellement, le ministre de la Sécurité travaille d'arrache-pied pour que dans 4 à 5 mois, l'ensemble des Maliens puissent disposer d'une carte d'identité biométrique. Cette opération d'enrôlement spécial des Maliens vivant en Côte d'Ivoire qui se tient concomitamment au Ghana et au Niger prendra fin dans 1 mois. Son Excellence Bakary Diawara, consul intérimaire du consulat général du Mali à Bouaké. Nous sommes très contents parce que ça fait longtemps qu'on ne reçoit pas des ministres à Bouaké ici. C'est une fierté pour la juridiction de Bouaké. Je remercie beaucoup les responsables maliens qui ont mobilisé beaucoup de personnes à cette cérémonie de lancement des RAVEC ici au consulat général du Mali à Bouaké. Je lance un appel toujours aux responsables de la communauté malienne de mobiliser aux citoyens pour venir se recenser au consulat général du Mali ici à Bouaké. On sait qu'il y a beaucoup de Maliens à Bouaké ici, mais le nombre exact, c'est pas facile à dire. Donc c'est pour qu'on demande des Maliens de venir se recenser, pour qu'on puisse connaître aussi le nombre exact des Maliens vraiment qui se trouvent à Bouaké, surtout dans les juridictions de Bouaké. En Guinée, les putschistes qui ont renversé le président Alpha Condé rassurent les citoyens, mais aussi les investisseurs. Le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, a décliné hier sa feuille de route en annonçant un gouvernement d'union nationale chargé de conduire la transition. Il a aussi rassuré qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. La junte militaire au pouvoir vient également de recevoir un soutien de poids, celui de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Son parti exhorte les putschistes à inclure dans leurs responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions légitimes capables de mettre en œuvre des réformes pouvant conduire rapidement la Guinée à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'état de droit. En RDC, les populations de l'Ituri et du Nord Kivu continuent de vivre sous la terreur des activités des forces démocratiques alliées. Une attaque survenue le week-end dernier dans l'est du pays a fait au moins 30 morts. Les victimes ont été principalement tuées à la machette et par balle. Le massacre est attribué aux AFD qui étaient à l'origine des rebelles ougandais et qui sont maintenant présentés par l'État islamique comme sa branche en Afrique centrale. En Gambie, le parti politique de l'ancien dictateur Yahya Jammeh annonce une alliance avec le parti au pouvoir à 3 mois du scrutin présidentiel. Cette annonce jette un doute sur la volonté de poursuivre l'ex-dirigeant pour des violations présumées des droits de l'homme. Un accord a été conclu pour soutenir le président Adama Barrow à la présidentielle du 4 décembre prochain. Le secrétaire général du parti de Yahya Jammeh
n'a pas donné de détails sur les conditions de cet accord. Ce journal est fini. Le rappel des titres. Tous ceux qui conduisent mal à Abidjan à partir d'aujourd'hui recevront une contravention. La répression des infractions routières a commencé. L'union, la fraternité et l'amitié autour du festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le FEMIA 13 s'ouvre aujourd'hui avec comme pays hôte le Sénégal. En Guinée, Cellou Dalein Diallo apporte son soutien militaire. L'opposant appelle à la mise en œuvre des réformes pouvant conduire le pays à la réconciliation. Ainsi va l'actualité de ce mardi. Merci de votre attention. Le coordonnateur du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs est notre invité ce midi. Yeo Pefoundje Abraham, interrogé par Sekwasi. C'était le journal présenté par Mireya Kédié. Radio Côte d'Ivoire, San Pedro 92.7 FM. L'invité du jour. Monsieur Yeo Pefoundje Abraham, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le coordonnateur du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, le PAPS. Comment est né ce projet? À la sortie de crise, le gouvernement avait mis en place le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base, le PUEB, qui a permis de pouvoir travailler sur l'offre de scolarisation, créer de nouvelles salles de classe, réhabiliter des salles de classe là où il fallait, équiper les salles de classe en tabac. Mais il restait un pan qui n'était pas couvert, celui de la qualité des enseignements. Donc le projet s'intéresse principalement à l'amélioration de l'accès au préscolaire et à l'amélioration des résultats d'apprentissage au niveau des élèves. Est-ce qu'on peut avoir une idée des statistiques au départ du projet? La plupart des localités où nous intervenons, le 300 localités, il n'y avait pas d'offre préscolaire dans ces localités-là. Donc ce que le projet a contribué à apporter, c'est déjà permettre aux enfants de toutes ces localités-là, les enfants de 4 à 5 ans et les enfants de 5 ans, de pouvoir bénéficier de cette offre préscolaire. Au niveau du primaire, lorsque nous regardons la zone d'intervention du projet, 24% des élèves du CP2 atteignent le seuil minimum de compétences en mathématiques et 1% en lecture. Donc il fallait utiliser toutes les voies qu'offrait le projet pour pouvoir améliorer ces résultats-là. Quelques actions menées. Le premier levier, c'est le levier enseignant. Après avoir interrogé la manière dont les enseignants dispensent les cours dans les classes de CP1, CP2, CE1, il s'est agi pour nous de concevoir un programme qui permet de corriger toutes les défaillances. Donc c'est ce travail-là que conduit la direction de la pédagogie et de la formation continue du ministère qui, chaque année, forme les enseignants aux bonnes pratiques enseignantes. À côté des pratiques enseignantes, nous sommes en train de tester de nouveaux manuels que nous appelons pour le CP1, CP2 des décodables pour la lecture et des déchiffrables pour les mathématiques qui permettent aux enseignants de travailler plus facilement avec les élèves et aux élèves également de pouvoir apprendre plus facilement. Nous avons également au sein des écoles des kits pour les filles pour soulager un tant soit peu les parents. Nous transférons des ressources directement aux écoles pour leur permettre de pouvoir faire face aux besoins quotidiens de fonctionnement des écoles et nous travaillons à améliorer les acquis au niveau des écoles pour permettre à tout ce monde-là de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Le deuxième levier, c'est le levier relation entre parents et enseignants. Une ministre du gouvernement disait l'école est trop sérieuse pour qu'elle soit laissée entre les seules mains des enseignants. C'est-à-dire l'implication de la communauté. Voilà, l'implication de la communauté dans le fonctionnement des écoles et dans le suivi des résultats des apprentissages. Pour que l'enfant puisse apprendre et apprendre bien, il y a un suivi qui est fait au niveau de l'école, mais il y a un autre suivi qui est fait au niveau de la famille. Ce sont ces deux actions conjuguées qui permettent à l'enfant de pouvoir développer les compétences qu'on attend de lui. Le troisième levier, c'est le levier relatif à l'environnement d'apprentissage, apporter des réponses là où il y avait des insuffisances critiques au niveau des infrastructures. Nous réalisons des points d'eau pour éviter que la corvée d'eau occupe les élèves et qu'ils viennent soit en retard ou bien qu'ils soient obligés de quitter les classes pour satisfaire les besoins de la famille. Les premiers résultats sont assez prometteurs. En 2020, là où on était à 24% pour les mathématiques, nous sommes passés à 40%. En lecture-écriture, là où on était à 1%, on est passé à 30%. C'est dire qu'il y a une amélioration au niveau des acquis des élèves de CP1 pour la première année et ensuite CP2. Et à partir de cette année scolaire, nous serons au CE1 et on espère que ces trois cohortes-là pourront aller en améliorant davantage leurs scores et leurs résultats. Les résultats que vous affichez sont plus ou moins satisfaisants parce qu'on sait d'où on est parti. Nous venons de rentrer d'une mission dans le Poro, le Kabadougou, le Béré. La mayonnaise est en train de prendre au niveau de l'approche PAPS. On a même vu des innovations. L'approche PAPS est en train d'introduire cette année la classe du CE1 au niveau des décodables et des déchiffrables. On a vu aussi le pré-primaire
où l'enfant va passer juste une année pour accéder au CP1. La rentrée, c'est dans quelques jours. Le PAPS n'aura pas du tout de repos. D'autres missions se préparent. Comment consolider ces acquis? C'est une tâche quotidienne. Nous avons entamé la formation des enseignants de CP1, CP2, CE1. Nous en avons encore pour 2 semaines. Nous avons également la formation de la chaîne d'encadrement pédagogique au niveau du coaching, qu'assure le ministère, avec à sa tête Madame le ministre. Il est important qu'à la rentrée, les parents et les enseignants puissent se rencontrer pour tirer les leçons de l'année écoulée, se fixer des objectifs et régulièrement au cours de l'année pouvoir se rencontrer pour faire le bilan et se fixer de nouveaux objectifs, parce que bon nombre de parents ne suivent pas leur enfant à l'école. Les parents reprochent aux enseignants un fort taux d'absentéisme, des retards et pour certains enseignants qui ne dispensent pas de cours bien qu'ils soient présents en classe. Donc ce exercice ça permet aux uns aux autres de pouvoir interroger les uns les autres et surtout d'avoir une autocritique interne entre acteurs du système éducatif local. Les directeurs centraux, pour ce qui concerne le niveau central et en région, les DREN, les IEP, les conseils pédagogiques, les enseignants eux-mêmes, les instituteurs, c'est un engagement dans lequel chacun doit s'investir pour qu'on puisse préserver ces acquis-là. Monsieur Yeo Abraham, merci. C'est nous qui vous remercions. Radio Côte d'Ivoire, Yamoussoukro 99.1 FM. La chronique du jour. Ahmed Touré au micro, bonjour à tous. Pourquoi y a-t-il autant d'embouteillages à Abidjan? Est-ce possible d'imaginer qu'un automobiliste soit titulaire du permis de conduire sans avoir au préalable appris du code de la route ce qu'il faut faire et ce qui est à éviter? À y regarder de plus près, on se rend compte que le problème relève plus du comportement que des infrastructures routières. Non seulement on peut affirmer que tous ceux qui ont le permis de conduire n'ont pas nécessairement appris le code de la route, mais il est avéré que nous avons un sérieux problème de civisme, pour ne pas dire d'éducation. Comme des sous-développés que nous sommes, tout le monde veut être le premier à passer parce que chacun se croit plus important que les autres. Véritable phénomène des villes, les embouteillages sont dans notre tête. Il est urgent que l'exécutif prenne les dispositions utiles pour le changement des mentalités. Mais alors, que faut-il réellement pour arriver à la transformation ou tout au moins à l'amélioration des mentalités publiques de l'Ivoirien? D'abord, de la patience, de la persévérance, de la détermination. Ensuite, le repérage d'actions précises dont l'exécution systématique aura un impact certain sur le comportement des citoyens qui doivent savoir que devant ce qui représente quelque chose pour l'ensemble, c'est-à-dire nous tous, il faut bien se conduire. Au-delà de l'automobile, la bonne conduite s'appelle la morale. C'est aussi l'éducation civique qui concerne les règles de conduite en usage dans une société. C'est l'ensemble des principes de jugement et de conduite qui s'imposent à notre conscience parce que fondés sur les impératifs du bien, des obligations et des valeurs. Bien se conduire fait d'abord du bien à la personne qui se conduit bien. Cela est aussi également un indicateur pour le développement de notre pays. Bien se conduire, voilà une expression qui réveille l'intérêt du président de la République et des ministres qui, comme vous et moi, ont constaté que l'esprit civique est en voie de disparition. Il faut le réveiller à tout prix pour que la Côte d'Ivoire soit à la Côte d'Ivoire et que ivoirisme se conjugue et rime avec civisme. C'est à ce prix que la circulation sera fluide dans nos villes. Ahmed Touré vous salue. Radio Côte d'Ivoire, Tibiso 99.1 FM. Savoir parler. Savoir parler. Savoir écrire. Savoir écrire sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Franck Olivier Quadio. Consultante, Dr Irielou Goï Brigitte. Bonjour docteur. Bonjour Franck. La faute orale d'aujourd'hui, doit-on dire question transport? On ne peut pas dire question transport. On dit pour le transport ou pour le problème du transport et non question transport. Merci docteur Irielou. Nous passons à présent à la faute écrite. Les arriérés de vos soldes payés. Payés ici s'écrivant avec E accent aigu, E muet, S. Les arriérés, groupe nominal, masculin pluriel, payés, E accent aigu, S.
et non E accent aigu et muet S. Le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde en genre et en homme avec le sujet auquel il se rapporte. Merci docteur, on se retrouve volontiers demain. C'était Savoir parler. Savoir parler. Savoir écrire sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Franck Olivier Quadio. Consultante, Dr Irielou Goï-Brigitte. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. MTN Momo fait péter les prix rien que pour toi. Incroyable! Jusqu'au 23 septembre, c'est 1% de frais sur tous tes retraits de 100 000 francs à 500 000 francs. Et profite de frais fixes de 5 000 francs pour tous les retraits supérieurs à 500 000 francs. Que ce soit 600 000 francs, 700 000 francs ou même 1 million de francs, les frais restent bloqués à 5 000 francs. Et ce n'est pas tout. Les frais des transferts sont gratuits tous les jours sur les 2 premières transactions. Alors, tu attends quoi pour taper étoile 133 dièse? Everywhere you go. C'était la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Spot annonce. La consommation des produits de contrefaçon nuit gravement à la santé, menace l'économie nationale et constitue un frein à l'innovation et à la création. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC, invite l'ensemble de la population à plus de vigilance. Pour tout cas de contrefaçon, contactez le Comité national de lutte contre la contrefaçon au 05 66 66 75 45 sur le site internet www.cnlc.ci. Ensemble, luttons contre la contrefaçon. Nyawa mo wozua worikwe tapenye do apuna kayukuri. Tape, nembaka. Ozo mo no manama. Nyawa. Irukeri mo nenele. Wawo. Umloko ni onye ize. Emare ko kira umabe. Kuro na atanyi mo manamare. Ebe ni kan pe nyonen. Embe na bo ko chezi. Tape, iwola, ira ye prie. Ko na aza ye abe ka mo chezi za ka amage ka mo bizinye. Nwe wozi ye tapete ya udru. Ye no ozwa imo wozi. Mado godiondonia ayen bri. Me prie mia wo gram do. Guwala la coronavirus ebra bia. Nikpe gu korbaro o wozi numéro grera. 143 125 119 ambe ni gam ke 101 wozi. Girassa, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Moi, Agbe. Moi, Azola Moni, moi, Kaye Dourouvé. Moi, nous la double la bonne, moi, Aïmas. Le ministère des Transports vous présente Sur la route. Conduire, c'est respecter le code de la route. Attention, à compter du 7 septembre 2021, sur la route, les contrôles seront plus stricts. Les consommations d'alcool et de drogue font partie des principales causes d'accidents mortels sur la route. L'alcool ou la drogue agit fortement sur vos réflexes de conduite. Troubles de la vision, mauvaise perception de la distance, détérioration des réflexes, diminution de la coordination des mouvements, forte sensibilité à la lumière, troubles de l'attention. Conduire sous l'effet d'alcool ou de drogue est une infraction. Vous vous exposez donc à des sanctions. Ne mettez pas en danger votre vie et la vie des autres. Respectez les réglementations du code de la route. Pour toute information, composez le 1302. Le ministère des Transports vous a présenté Sur la route. Hashtag Stop à l'incivisme sur la route. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook et Instagram. Cher papa, chère maman, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Encourage ta femme enceinte à faire au moins 4 consultations prénatales à la maternité du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement.